clairement perdu 2 ans, en tout cas pour aller tester mon produit. Tout le monde a le même réflexe, il y a une méconnaissance de comment ça se passe. Quand tu veux construire une maison, tu vas pas voir un maçon, tu vas voir l'architecte. Pourquoi les agences de dev que j'ai vues se sont contentées de me chiffrer le truc? Pourquoi il n'y a personne qui a été capable de m'accompagner là-dedans? Bon, je pense que je vais développer ça en Flutter et nous on se dit super, écoute, nous on n'en sait rien du tout. À ce moment-là, j'ai 35 ans et il y a des jeunes de 20 ans qui sont là, qui développent, qui entreprennent et je me rends compte que moi je suis le gamin. Avec du recul, on a vu beaucoup trop loin. T'as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu sais pas le vendre, ça sert à rien quoi. L'idée ne vaut rien. Vraiment, l'idée ne vaut absolument rien. C'est tout le process qu'il y a derrière. Si quelqu'un m'avait donné ces outils-là, j'aurais gagné tellement de temps et d'argent. Putain, pourquoi on n'a pas enregistré ça? Première édition du Mirai Talk, le podcast de Mirai Tech. Écoute, première aventure pour nous, mais sur le sujet de podcast, mais ça nous plaisait bien. En fait, le nombre de fois où on a eu des conversations en interne où on s'est dit putain, pourquoi on n'a pas enregistré ça? On y pensait depuis longtemps, ce podcast, notamment avec le nombre de clients qu'on a vus qui avaient chacun une aventure qui était un peu spécifique, une histoire qui était propre, qui avaient tous des problématiques qui souvent se recoupaient mais qui étaient toutes uniques. Donc fallait qu'on commence cette aventure de podcast et qui de mieux pour démarrer comme invité que quelqu'un qui n'est pas un client pour le coup, mais qui est Tristan, dont je ne sais plus si on a déjà parlé de toi sur nos comptes LinkedIn respectifs. Pas tant que ça, je suis pas sûr. Mais écoute, ton rôle à Mirai Tech est plus que central. Je vais pas trop spoiler l'histoire, mais Tristan donc, est un membre de l'équipe, mais surtout toujours actuel. Tu es toujours entrepreneur dans la tech, mais surtout que tu as porté un projet d'app et que Mirai Tech est un peu né aussi de ce truc où on s'est rencontrés, que tu m'as dit pourquoi on ne s'est pas rencontrés plus tôt. Tout à fait. Voilà, donc là aujourd'hui, le but c'est de te présenter, un petit peu, déjà de te présenter aujourd'hui quel est ton rôle chez Mirai Tech. Ensuite, on rebondira sur ton histoire et puis surtout ton projet. Et puis je vais pas plus spoiler. Mais écoute, Okay. Présente-toi. Tristan Gabriel, bientôt 40 ans. Prof de tennis pendant plus de 15 ans et puis entrepreneur dans la tech depuis un peu plus de 5 ans et chez Mirai Tech depuis bientôt 2 ans. Donc je suis ravi de faire ce premier podcast à vos côtés. C'est cool, même sans être client, peut-être j'aurais dû l'être en fait. Ça devient déjà super formel, c'était sûr qu'on allait partir là-dedans. Ah ouais, tu trouves? Mais nous sommes également ravis de passer un moment en ta compagnie. Non, écoute, Non, c'est comme ça que j'aurais voulu le prononcer, donc c'est très bien. Je te le redis, je suis ravi de passer ce moment-là avec vous deux. Aujourd'hui, quel est ton rôle à Mirai Tech? J'ai un rôle de directeur administratif et financier principalement et je gère aussi les projets au sein de Mirai Tech, mais depuis peu avec Loïc Veto, donc un de nos associés. On se partage cette tâche-là pour qu'au fur et à mesure, ce soit uniquement lui qui gère tous les projets. Et donc, je me concentre sur l'administratif et le financier. Il y a un truc qui me vient, c'est que c'est vrai que les gens qui nous suivent ont déjà dû voir passer Maxence, mais en même temps, on n'a jamais eu l'occasion de faire une vraie présentation formelle. Si tu veux aussi faire une présentation, je pense que c'est l'occasion. Maxence Cupiec, étudiant actuellement en école de commerce, du coup, en première année de master, et je suis également entrepreneur à côté. On s'est rencontrés d'ailleurs dans ce créneau-là, dans ce contexte-là. J'ai une société de nettoyage automobile à domicile qui s'appelle MK Detailing, et donc je suis chez Mirai Tech en tant que directeur du pôle marketing, commercialisation pour nos clients, et je gère aussi un petit peu la partie commerciale avec Alex. Mais c'est vrai que dit comme ça, se présenter, ça m'embête toujours quand on croise des gens genre dans le cadre des réseaux et tout, et tu te présentes comme étudiant, parce que c'est vrai, techniquement tu l'es, mais bon, nous, notre but, c'était pas, je dis toujours, on cherchait pas d'alternant à ce moment-là, mais quand on t'a rencontré, c'était une évidence de se dire, à cet âge-là, avoir déjà, joueur de foot semi-pro, ta société, plus un passé aussi qui était un petit peu plus dans la tech, c'était dans le e-commerce, c'est ça. qui était là-dedans, plus ce dont tu nous avais parlé à l'époque en disant j'ai mis en place telle intelligence artificielle dans mes process, on s'est dit vas-y rejoins-nous. Donc à partir de ce moment-là, t'as rejoint l'aventure, mais c'était au tout début de Mirai Tech. Mirai Tech avait c'était même pas créé, la société n'était pas créée encore. Ouais, c'est vrai. Donc quand on s'est rencontrés, la société n'était pas encore constituée, et donc du coup nous après ça s'est très très bien emboîté pour le coup. Voilà, donc c'est vrai que t'es étudiant, mais t'es dans le projet depuis aussi longtemps que les Tristan, depuis aussi longtemps que le sont Loïc et Dylan, donc et toujours un plaisir. Toujours un plaisir également. Mais bon, peut-être qu'un jour on fera un truc
exprès sur ton histoire, mais moi ça m'intéresse pas des masses, donc on va retourner à Tristan. Allez, retournons à Tristan. Voilà. Je trouve aussi que c'est bien plus intéressant. Oui, c'est clair, il y a beaucoup plus de choses à dire. Écoute Tristan, donc tu nous as donné un petit peu, toi, tu nous as donné dans les grandes lignes combien d'années tu as passé sur chaque activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le passé que tu as eu, notamment, alors, prof de tennis et ton idée d'app, c'était quand même lié. Donc est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin là-dedans, ce qui nous permettra aussi de découler sur comment on s'est rencontrés et pourquoi Mirai Tech s'est structuré comme ça. Ouais, je pense que c'est vraiment important de partir de mon métier au départ et de l'idée pour comprendre, je pense, par la suite l'implication que j'avais dans le développement de l'application. Donc, ça vient, donc prof de tennis, plus de 15 ans. Et le tennis chez les enfants, moi, je m'occupe principalement de la compétition à ce moment-là. Pendant plus de 10 ans, j'ai fait de la compétition, des joueurs qui s'entraînent 3-5 fois semaine. Engagés dans de nombreuses compètes. Mais on voit que le tennis, notamment chez les jeunes et chez les adolescents, diminue en nombre de licenciés, de pratiquants qui s'engagent vraiment dans la compète. Et avec un de mes futurs associés à ce moment-là, sur ce projet-là, on se dit, on veut lancer quelque chose, on veut redynamiser l'animation dans le tennis, la compétition. On se dit, il y a quelque chose à faire pour les enfants et les ados. Quelque chose de plus ludique. Donc on part d'une feuille blanche avec Rémi, d'ailleurs je te salue Rémi. Et puis donc on se dit on reprend même les règles du tennis, on revoit tout, quels que soient les niveaux des débutants, on part des enfants mais on va même chez les adultes. Et puis là on se dit tiens, qu'est-ce qui plaît aujourd'hui aux enfants, et on s'intéresse aux jeux vidéo. Donc on va voir, on jouait pas à Fortnite, mais on s'intéresse à Fortnite, on regarde les process. Tiens, il y a de l'incertitude. On se dit tiens, on va rajouter de l'incertitude. En fait, on veut gamifier tout simplement le sport. On change les règles et on a l'idée d'ajouter des cartes digitales pour créer un nouveau concept d'animation. Ok, donc concrètement, si tu devais résumer ton idée d'app en une seule phrase. Je l'attrape. Voilà. Un quatrième invité. Voilà. Concrètement, c'est un nouveau concept d'animation. On innove dans l'animation et on crée de nouvelles règles et on intègre de la gamification spécifiquement dans le sport. Du coup dans les tournois. Enfin, c'était surtout de tennis, parce que tu m'avais montré les cartes à l'époque. Donc le but, c'est de gamifier la pratique du tennis grâce à un système un peu digitalisé avec des cartes en mode plus de Uno, quoi. Exactement. Sans vouloir décrédibiliser. Non, mais je vois bien. Mais non, on avait quand même 400 cartes. C'est pas rien. On partait du mental, du physique, du technique, stratégique. Enfin, ça a été pensé pendant très longtemps. Je trouve ça trop cool, moi. En fait, justement, j'apprends des trucs, mais le fait de s'être intéressé même au centre d'intérêt des gosses à l'époque-là, genre Fortnite. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se seraient dit on va aller voir Fortnite et repérer ce qui plaît aux jeunes dans ça et de le remettre dans le tennis. Je trouve la réflexion, elle est trop stylée. Plutôt que juste dire je vais faire ça et on va voir comment on va le faire. Toi qui as aussi un historique compétition sportive, comme Tristan, puis on a une équipe de sportifs. Moi, un peu, ouais. Bah ouais, parce que moi j'ai fait compète taekwondo et badminton. En fait, il y a peut-être une DA Mirai Tech. Non, autant pour moi, j'avais oublié l'équipe technique. Ah oui, Loïc. Après, ouais, peut-être qu'il a fait de la compétition dans le code. Toi, est-ce que dans le foot, tu as vu passer aussi des trucs qui avaient pour but. Après, je pense que dynamiser la participation des enfants au foot, c'est peut-être pas la priorité, c'est peut-être pas un vrai besoin. En fait, j'ai l'impression que moi, dans le foot, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que y a les clubs et il y a aussi tout ce qui est à côté. Moi, j'allais beaucoup jouer au quartier avec mes potes, des trucs comme ça. Donc, je pense que gamifier, c'était pas forcément l'objectif des clubs, mais plutôt tout ce qu'il y avait à côté. Et après, le foot, ça s'est ultra gamifié avec tout ce qui est Five, Soccer City à l'époque, qu'aujourd'hui, dans le tennis, à moins que je me trompe, on retrouve pas. Peut-être dans le paddle. Non, mais la gamification, c'est qu'une partie du produit. Ouais. En fait, il fallait rendre le jeu plus ludique. On a changé toutes les règles pour qu'il y ait beaucoup plus d'échanges. Là, on parle de la gamification pour aller vers l'application. Mais il y a eu aussi un concept. On a arrêté de jouer du 1 contre 1. On faisait du 2 contre 2, des changements de partenaires, d'adversaires. On rajoutait du collectif. On rajoutait des règles ludiques pour un maximum d'échanges. Il n'y avait pas que ça, mais la gamification faisait partie du package, quoi, total. Ouais, on est parti d'une feuille blanche et l'idée, c'était de tout revoir. Ok, alors tu viens de dire des trucs intéressants. Au moment où tu as eu l'idée, où l'idée était même juste un peu structurée dans ta tête, quel a été ton premier réflexe? Tu as commencé comment pour créer ton idée? Une fois qu'on avait... Alors déjà, on a testé avec des cartes en physique. On a fait des animations nous-mêmes avec nos règles, des cartes en physique. Ça a
ultra plu. On s'est dit, c'est génial, on continue. Toutes nos animations ont plu, que ce soit pour les enfants, mais même les retours qu'on a eu des parents derrière quand les enfants ont fait des activités. Tu avais déjà en tête de faire une application ou en tête, au début, c'était juste le jeu de cartes et c'est ensuite que l'idée d'application est venue? Alors, l'application est venue aussi parce qu'il fallait gérer les rotations, l'animation et les cartes, et c'était plus simple d'intégrer tout dans un endroit. C'était pas forcément tout de suite la première idée, mais c'est venu assez vite quand même. Ok. Assez vite. Ok, donc première chose, tu as commencé par faire une version physique de ton Oui, outil. Tout à fait. C'était juste, enfin au début, j'imagine qu'en tant que prof, le but c'était déjà toi de le mettre chez toi parce que tu te dis ce serait sympa de rajouter ça. Tout à Tu as vu fait. que ça marchait bien, tu te dis bah attends, je vais peut-être essayer de le démocratiser et de le proposer aux autres clubs. Non. Non, j'ai pas testé aux autres clubs, pas Ouais, du tout. C'était d'ailleurs une erreur. C'est pour ça qu'il y avait peut-être dans ma question. Voilà, exactement. Non, on s'est dit, on y va. Et on a commencé à vouloir développer tout ça. Et on a donc cherché un développeur à ce moment-là. Et on va rentrer donc dans cette deuxième partie du lancement de l'application. La première des choses, c'est où est-ce qu'on cherche un développeur? Pas évident. On tape agence informatique Nancy. Mais d'abord, comme beaucoup de gens, on va chercher quelqu'un de confiance. Et quelqu'un de confiance, c'est dans ses proches. Ouais. Nous, dans nos proches, on n'a pas grand monde à ce moment-là. Mais le copain d'un copain qui est développeur sur Strasbourg à ce moment-là, on échange avec lui. Il est OK pour le produit, mais lui a déjà un travail. Donc, il se propose de le faire en freelance à côté. Nous, on dit super, on a trouvé quelqu'un. Et voilà, ça commence. On échange sur des idées. Nous, c'est pas encore très très clair. On sait ce qu'on veut faire à 60-70%, mais on avance avec lui sur le projet. Et puis, je me souviens encore pour l'anecdote, il nous dit je pense que je vais développer ça en Flutter. Et nous, on se dit super. Écoute, nous, on n'en sait rien du tout, Flutter. Et là, avec du recul, avec 5 ans de recul, je me dis oui, il faut faire attention quand même au langage avec lequel votre agence informatique ou votre freelance va développer. C'est important pour la suite de votre projet. Donc, Alors, moi, j'ai Dis-moi. déjà le fait que ton premier réflexe, ça soit d'aller chercher un développeur. Déjà, maintenant qu'on a beaucoup plus d'expérience, qu'on a vu passer des centaines de projets, tout le monde a le même réflexe, c'est parce qu'il y a une méconnaissance de comment ça se passe. Mais je fais toujours le même parallèle avec le bâtiment. Vas-y, dis-moi. Quand tu veux construire une maison, tu vas pas voir un maçon, tu vas voir l'architecte, c'est ça? Tu vas avoir au moins un bureau d'études. Ouais, bureau d'études. Et là, effectivement, réflexe développeur, mais en même temps, on peut pas t'en vouloir. Aujourd'hui, il y a une sorte de manque de communication pour le grand public sur sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Et même maintenant qu'il y a l'IA, je me demande même si c'est pas encore pire. Ouais, c'est pire. Maintenant avec de l'IA, je vais aller chercher un développeur freelance. Et il y a beaucoup de développeurs freelance, ceux qu'on appelle les 5K2S en interne, qui se vendent justement sur le fait de dire vous avez une idée, moi je développe 5K2S pour dire 5000 en 2 semaines. Donc je développe pour 5000 € en 2 semaines une première version de l'app. Mais en fait, un développeur, ça reste un développeur. Sans vouloir dénigrer les développeurs, c'est un super métier et c'est très utile. tout comme les maçons. Voilà, Tout comme c'est ce que j'allais dire. Un maçon, c'est un maçon. Tu vois, il y a des limites. Donc aujourd'hui, tu es allé voir un développeur. Le développeur, il a dit oui, je peux le développer, mais il s'est contenté de te dire ça. Exactement. Et puis, il y a des mots qui sortent. C'est ce qu'on appelle un développeur full stack. Au départ, nous, on ne sait pas ce que c'est. Donc il t'a impressionné avec des mots techniques. Non, déjà, c'est dans son CV. Donc, il sait faire du front-end ou du back-end. Il maîtrise certaines choses. Mais nous, on ne comprend pas tout ça. Enfin, moi, à l'époque, je ne comprends rien. Je ne suis pas du tout du milieu. Et je suis content de tomber sur quelqu'un comme ça, parce que finalement, s'il sait faire du front, du back, s'il sait tout faire, c'est une confiance. Mais avec du recul, la première des choses qui aurait été intéressante, c'est de challenger en fait notre produit. C'est de se dire, avant de le développer, on va déjà vraiment éclaircir ce que vous voulez, partir sur des fonctionnalités principales, challenger votre marché. Alors, c'est la suite. On verra les détails. On verra les détails, ça tout à fait après. Là, pour l'instant, tu trouves un développeur freelance. Ouais. Comment ça se passe? Ça y est, il entame. Il a des parts dans le projet ou juste toi tu le payes de ta poche? On le paye. On a fait un prêt avec mon associé. On s'engage financièrement. On engage notre temps. Moi, à ce moment-là, je diminue pour diverses raisons mes activités dans le tennis. Je suis vraiment à fond sur le projet. On fait un prêt. Voilà, on engage du temps et de l'argent avec mon associé à ce moment-là. Et ça se passe très bien, mais comme il est en freelance, il travaille les soirs, il travaille très tard les soirs. Nous, on travaille quasiment de 19h à 1h du matin ensemble.
Il y a des échanges. Moi, j'essaye de faire les retours la journée, lui le soir, mais la communication n'est pas si fluide que ça parce qu'il travaille en journée. Donc à ce moment-là, tu as ton activité dans le tennis, tu as moins, enfin, tu as J'ai ralenti diminué, un peu. j'ai diminué, Ok, ouais. tu as une demi-activité dans le tennis, tu as ce projet-là qui te prend, tu as dit, de 19h à 1h, et en plus de ça, tu as une vie de père de famille. Exactement. Mais ce sera un autre sujet, je pense, de podcast parce que je trouve que la parentalité dans l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui n'est pas assez évoqué Ouais. et qui est très compliqué pour trouver un équilibre. Et encore, il y a des milieux où c'est plus ou moins compliqué. Je pense notamment si demain on ouvre un restaurant, les gens qui travaillent tard le soir ou autre chose, c'est compliqué. Dans le milieu du digital, c'est aussi pour ça que ce projet-là m'a plu et je me suis intéressé. C'est parce qu'il y a une plus grande liberté et aujourd'hui, je suis très content d'aller dans ce milieu-là. Super. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc là, si je récapépète, tu définis grosso modo ton besoin, ton développeur commence à le faire. À partir de quel moment tu as commencé à essayer de vendre ça à des clients? Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes entre-temps? C'était très long. Très long. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Au départ, on se dit on part sur 4-5 mois. Ah oui, ça a été très très long. Et puis moi, je m'amuse. Finalement, tout notre budget passe dans le développement. On se dit que le marketing, ça va être rapide, la communication, ça va être rapide. Et derrière, je challenge 250 000 fois mon logo. Je veux changer 250 000 fois mon site, ce que je fais moi-même. Je développe des compétences, mais en même temps, je perds beaucoup trop de temps. J'aurais dû aller beaucoup plus vite sur le marché, tester mon produit. J'ai clairement perdu 2 ans, en tout cas, pour aller tester mon produit. Ok. Toi, avec ton projet, je sais que tu es passé dans un incubateur, vu que c'est aussi un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. À quel moment, comment tu as entendu parler déjà de ce que c'était un incubateur? Comment ça se fait que tu ne savais pas avant ce que c'était? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment ça s'est passé? Effectivement, j'ai l'incubateur donc, qui est Grand Nancy Innovation. Je les ai rencontrés, je pense, 1 an et demi après le début de mon projet. Donc déjà, on arrive, il y a des aides qui sont possibles, mais seulement quand on est de 0 à 1 an que l'entreprise est créée. Nous, ça faisait déjà 1 an et demi que l'entreprise est créée, donc on ne peut pas bénéficier de ces aides-là. On découvre le milieu très, très tardivement, et vraiment dommage, parce que de un, il y a des gens du milieu qui vous accompagnent, qui vous posent des questions, qui vous challengent justement. C'est ce qui nous a manqué pendant 1 an et demi. Et deuxièmement, il y a un écosystème. On est vraiment avec d'autres personnes. Et là, j'ai rencontré franchement moi, à ce moment-là, j'ai 35 ans. Et il y a des jeunes de 20 ans qui sont là, qui développent, qui entreprennent. Et je me rends compte que moi, je suis le gamin. Je suis le gamin, j'arrive, j'ai aucune connaissance. Eux connaissent tout déjà de monter une entreprise, la fiscalité. D'autres, ça va être sur le marketing, les process d'acquisition. Moi, je découvre tout ça. Je connais très bien le milieu du tennis, mais le reste, je connaissais rien à l'époque. Et donc, je suis à poil quand j'arrive et je commence un peu à comprendre le milieu tout doucement, et à être dans l'écosystème. Ça, c'est une des grosses difficultés quand tu vas entreprendre, peu importe le secteur en fait, mais surtout pour une app, parce qu'en fait, pour lancer une app, si tu veux le faire tout seul, ça te demande compétences techniques, ça te demande déjà d'être expert dans la niche, dans le métier dans lequel tu veux lancer ton app. Donc toi, dans ton cas, le tennis, et tu étais expert, mais ça veut dire que derrière, tu dois être expert en stratégie sur comment tu vas créer ta boîte, commercialisation, priorisation de fonctionnalités, obtention de financement. Tu vois, si t'es pas accompagné, aujourd'hui, ceux qui essaient de se lancer tout seul, tout est important en fait. C'est ça bah qui est ouf. C'est que peu importe dans le domaine dans lequel tu te lances, par la tech, c'est encore pire parce qu'il y a l'expertise technique qui rentre en jeu. Je pense que c'est ça en vrai, l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il a dit. Il arrive, il voit des mecs de 20 ans, ils ont déjà plus de compétences que lui dans certains points. Parce qu'en fait, toutes les compétences sont importantes pour mener à bien un projet entrepreneurial, quel qu'il soit. L'acquisition, la vente, la technique, tout en fait, tout est important. Et c'est pour ça que c'est compliqué, je pense, et qu'il y a plein de gens qui se freinent à ça. Donc quand tu arrives dans un incubateur où c'est la structure qui est là pour t'accompagner là-dedans, je pense que tu es rassuré, mais que d'un côté, tu te rajoutes du stress parce que tu te rends compte qu'il va falloir maîtriser plein de trucs, quoi. Et il y a un truc que je trouve fou, et là du coup je vous partage un peu mon expérience à moi avant de créer Mirai Tech. Donc vous le savez, j'ai déjà dû en parler aussi, mais moi de base je suis rentré aussi dans ce milieu-là parce que j'avais une idée d'app. Bien sûr, tu connais bien. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. d'ailleurs. Tout à fait. Tu es venu à une session de foot organisée sur mon application qui s'appelle Big Balls, qui permet de voir, de trouver des gens avec qui jouer au foot près de chez soi. Je vous mets le lien en description si vous voulez venir, ça marche toujours. D'ailleurs, on l'utilise encore. On l'utilise encore, tout à fait. Pourquoi je disais ça? Oui. Et du coup, moi à l'époque, alors
heureusement, le système français a des défauts, mais il a aussi quand même des qualités. C'est que à l'époque, pour mon projet, je bénéficie du chômage et Pôle emploi m'oriente vers un acteur de l'écosystème que je citerai pas, pour m'accompagner à la création de ce projet qui n'est pas un incubateur. Ok, je lui explique clairement, moi mon projet c'est de faire une application et de gagner ma vie avec. Et ils me mettent en contact avec cette entité dans laquelle je tombe clairement sur une personne qui est fonctionnaire de niveau professionnel. Je ne sais pas s'il y a des fonctionnaires débutants, des fonctionnaires professionnels, mais là on était dans un bon gros niveau de fonctionnariat. Hein, et où la personne me dit clairement pour mon projet, donc une personne qui n'a jamais entrepris elle-même, enfin je pense pas, je vais pas demander, mais souvent le problème. Ça m'étonnerait, ouais. Qui me dit là faut faire un business plan et qui me dit il faut remplir un fichier Excel, et grosso modo mon accompagnement sur 3 mois avec cette entité c'était ça. Et ça me rend fou, ça m'en fout ce problème là. Et donc toi t'avais avant, tu n'avais pas été spécialement orienté vers un incubateur, peut-être parce que tu t'étais pas enseigné, tu avais voulu faire de ton côté. Et à l'époque, même en regardant sur Nancy, d'ailleurs, je crois que c'était le seul. Aujourd'hui, il y a encore l'incubateur Lorrain, bien sûr, qui existait avant, mais c'est plus pour les projets scientifiques. Tout à fait, ouais, c'est la recherche. Exactement. Donc moi, non, j'ai pris connaissance très tardivement. Mais comment ? Qui c'est qui t'en a parlé ? Comment t'as découvert ? Et je crois que j'ai vu passer quelque chose sur les réseaux assez tardivement, et puis j'ai pris contact et je me suis rendu compte que c'est clairement un écosystème dans lequel il faut que tout le monde puisse aller quand il y a un projet d'entrepreneuriat. Et t'imagines, ça fait 1 an et demi, 2 ans que t'es en train d'en chier, de cravacher pour lancer une start-up, tu sais pas dans quelle direction tu dois aller, et tout à coup, tu apprends qu'à 1 kilomètre de chez toi, il y a une entité qui est en plus financée en grande partie par la ville, qui sert à accompagner les projets comme le tien, et t'en avais jamais entendu parler. Possible. En plus, je sais même pas si, avec le recul, au début, on pense un peu tout savoir. On se dit que son projet, c'est celui qui va révolutionner le monde. Et il est top. Et donc, voilà, c'est une ligne droite qui arrive. Et finalement, non. Donc, je sais même pas si au début, j'y serais allé. J'y suis peut-être allé avec du recul. Parce que justement, j'avais besoin de quelque chose à ce moment-là. Je sentais que ça freinait de mon côté. Peut-être qu'avant, je me souviens plus trop, mais je me suis même pas renseigné plus que ça tout au début. Ouais. Parce que on avait l'idée, on a fait un prêt, on s'est engagé, et les problèmes arrivent après, quoi, finalement. Après, moi, si je prends mon exemple, je pense que le terme start-up, il y a une dissonance chez nous, en fait, parce que moi, quand on me dit start-up, quand j'étais étudiant il y a encore 3 ans là, start-up pour moi, c'était les States, la Silicon Valley, les levées de fonds à je sais pas combien de millions, alors qu'en vrai, c'est pas forcément que ça. Et donc moi, quand je rentre à Grand Nancy Innovation en stage dans une start-up, pour le coup, je rencontre un environnement qui, moi, me faisait rêver, parce que j'avais trop envie de voir ça. Les coworking, les espaces où tu peux échanger avec plein d'entrepreneurs, etc. C'est trop cool. Mais c'est vrai génial, que pour le coup, sans ça, en fait, j'aurais jamais su que ça existait, quoi. Et c'est dommage, parce que ça te fait faire des rencontres de fous. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et si j'étais pas allé en stage dans la start-up là, je serais pas là aujourd'hui, quoi. Ok, là, t'as dit un truc qui me plaît bien, c'est au moins que tu rentres dans un écosystème, c'est-à-dire que tu rentres, même si t'avais pas eu un vrai accompagnement de personnes, toi t'étais pas là pour te faire accompagner, t'étais dans un stage, mais quand tu rentres là-dedans, et je vais m'orienter vers toi pour la question, mais quand tu rentres là-dedans, outre des conseils de gens qui s'y connaissent déjà sur comment il faut faire, t'as plein d'autres gens qui sont exactement où toi, qui sont exactement de ta situation, mais plus 6 mois, plus 1 an. Donc, ils sont passés par là et qui peuvent te donner même des conseils qui sont ultra... Exactement. On voit des gens qui ont levé des fonds, qui ont récupéré de l'argent, soit de la BPI, lever des fonds, ou même, je cherche, la bourse French Tech au départ. Oui. Donc, mais on se rend même pas compte qu'on peut avoir cet argent-là. Quand on n'est pas du milieu, on ne le sait pas. On ne sait pas. Moi, j'ai appris ça très tardivement. Ouais. Et puis encore, toi, tu viens d'une époque où c'était l'âge d'or des financements. Là où maintenant, ils ont bien serré la vis. Alors, attention, non, mais c'est toujours là. C'est juste plus compliqué de les avoir. Mais ça aussi, ça sera le sujet d'un autre épisode avec Maurice, très probablement. C'est ça. Mes petites parallèles, d'ailleurs, pour la question des financements, c'est même pas que si t'es pas du milieu ou si tu viens de Nancy. C'est pas ça le problème. Parce que nous, on a des clients qui viennent de partout en France. Et eux non plus n'ont pas forcément conscience qu'ils peuvent obtenir des subventions ou des financements ou autre chose. Donc le problème, en fait, il n'est pas que forcément ici, quoi. Je dirais même qu'il n'est même pas que pour les startups, parce que maintenant je connais un peu plus cet écosystème. Rien que quand tu essayes, je reprends par rapport à Mirai Tech, mais de base, quand j'étais freelance avant de vouloir structurer un SAS,
J'ai fait tout bootstrap, donc zéro aide. Et maintenant que je suis là, je me dis, mais en fait, tu as la CCI, tu as les aides, la BPI, elle t'aide aussi à faire des choses. Tu as Réseau Entreprendre qui peut aider sur des trucs. En fait, maintenant, tu as plein d'aides quand tu veux créer une boîte, peu importe le type de boîte, que ce soit start-up ou non. En fait, ça vient de. Il n'y a pas du tout de culture de l'entrepreneuriat. Pas du tout. Si on a dans son entourage des gens qui ont entrepris, ça facilite les choses parce qu'on comprend un peu comment fonctionne une société, comment monter les choses derrière. Et peut-être justement prendre connaissance de la CCI, des incubateurs ou ce genre de choses. Mais moi, mes parents et tout n'étaient pas du tout du milieu. Donc, on n'y connaissait rien du tout. Et c'est pas l'école qui nous apprend aussi à entreprendre derrière. Donc, Pas du tout, ouais. on ne sait pas où se retourner. Et tu vois ce que tu as dit tout à l'heure, Alex, par rapport à quand tu rentres dans un incubateur et que tu rencontres des personnes qui sont à ton stade, mais à 3 mois, 6 mois, 1 an de plus. Ce qui est bien, et surtout dans l'entrepreneuriat, en vrai, même nous, dans les conseils qu'on donne, c'est ce qu'on fait, c'est d'empêcher à certaines personnes de faire les erreurs que nous, on a pu faire avant. Et c'est ça aussi qui est bien dans l'incubateur. C'est que même si bon, les projets, ils se ressemblent, mais dans les cœurs de métier, c'est pas forcément toujours la même chose, y a des personnes qui ont fait des erreurs, et rien qu'en échangeant avec ces personnes-là, toi, tu vas pas la faire. Et donc ça, c'est un écosystème que tu as rarement. Donc c'est trop dommage de pouvoir, malheureusement, passer à côté de ça, quoi. Carrément. Je propose qu'on revienne un peu dans la trame où tu rejoins un incubateur. On en a déjà pas mal parlé du côté réseau. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Tout l'écosystème, ça m'a fait avancer sur beaucoup de réflexions sur même la commercialisation, des outils techniques. Et puis, on arrive à un moment où on n'est pas loin de commercialiser. Et en même temps, cet incubateur nous engage aussi à monter un dossier pour récupérer du financement. Et là, je me dis, non, on va peut-être pas aller chercher ce financement parce que ça prend du temps, il faut monter un dossier, il faut suivre. On est tout proche de la commercialisation, donc on y va. Et finalement, on fait pas ce dossier-là pour récupérer les aides. Et c'est vrai que dans tout ce projet-là, on n'a jamais évoqué l'argent qu'on allait mettre dans la communication et dans la commercialisation. On avait des milliers de mails. J'ai quand même un réseau de mon côté. On s'est dit, en envoyant des mails et en passant des coups de fil, ça va fonctionner. Mais bon, il fallait, avec du recul, il faut bien plus que ça pour amener un projet. Je pense, et on en voit aussi aujourd'hui, beaucoup de gens ont énormément d'idées, mais le mettre en place et surtout le suivre, c'est bien le côté le plus difficile, je pense, dans l'entrepreneuriat. Le rôle du CEO. Ouais, c'est tout le suivi derrière, en fait. C'est pas l'idée, quoi. Même construire l'idée, c'est pas forcément le plus compliqué, quoi. C'est surtout... là, en plus, nous, à cette époque-là, on a un produit... on répond pas forcément aux besoins directs du marché. On se dit, on est parti d'une feuille blanche, on veut totalement innover. Dans le milieu du tennis, on veut créer le produit qui va révolutionner. Et donc, il faut éduquer en plus que ce soit les entraîneurs, les ligues, il faut leur parler du projet. Ça prend très très longtemps. Alors que finalement, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre quand on répond à un besoin direct. Oui. La personne ne se pose pas la question. Et nous, avec du recul, on a vu beaucoup trop loin. Il aurait fallu partir d'un problème du marché qui était la baisse des licenciés chez les enfants. Comment on peut répondre directement avec peut-être autre chose. Rien que les cartes en physique, je pense que c'était bien mieux que de partir sur tout un truc, une application complète. Déjà démarrer petit, faire évoluer la chose. On aurait gagné du temps, de l'argent. Et peut-être qu'on serait rencontrés beaucoup plus vite pour créer cette société aussi. Et je me souviens que ça, c'est une des premières choses que je t'ai dites quand on s'est rencontrés. Je rebondis pour raconter aussi comment on s'est rencontrés, parce que tout à l'heure on le spoil, tout à l'heure on le tease. Donc cette application là que j'avais créée, tu viens en fait à un foot et tu dis super cette appli, et quelqu'un te dit ça tombe bien, le gars qui l'a créé, elle est là, et là on échange et tu m'expliques tout ça et je te dis mais t'aurais dû faire au fur et à mesure. C'est exactement ce que je t'ai dit, et tu me dis mais oui, mais ça maintenant je le sais, mais j'aurais dû te rencontrer il y a 1 an pour que tu me l'expliques. Tout à fait. Moi je suis la société qu'on porte aujourd'hui, qui est Mirai Tech, mais je suis tellement je trouve qu'elle a tellement du sens par rapport déjà moi à mon expérience quand j'ai démarré, et me dire que si quelqu'un m'avait donné ces outils-là, j'aurais gagné tellement de temps et d'argent. Et aujourd'hui, je me dis les gens qu'on accompagne, quand ils viennent te voir avec plein de fonctionnalités, ils veulent tout de faire A à Z, révolutionner comme je voulais le faire à l'époque. Dire attends, on va déjà aller voir ton marché, on va tester. En plus aujourd'hui avec l'IA, on peut vraiment créer des choses
de plus en plus vite et le mettre sur le marché pour tester si ça vaut le coup ou pas d'investir plus d'argent. Non, mais là, tu vois, et encore maintenant, c'est devenu la base. Maintenant, j'ai l'impression que, alors, je sais pas si c'est juste parce que je suis trop bercé dans cet écosystème, mais ça, c'est le principe de MVP. Maintenant, franchement, il y a de plus en plus de gens qui prennent un call avec moi, qui connaissent déjà le principe. Alors qu'avant, vraiment, on avait le syndrome du projet parfait, il était omniprésent. Il existe encore. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il est toujours présent Oui, parce bien que sûr. les gens qui sont dans le métier, en fait, ils voient le problème. Ils veulent le résoudre, ils ont une idée, ils innovent et ça leur fait redynamiser complètement le secteur. Ils ont la tête dans le guidon et ils y vont à fond, ils voient tout, ils construisent tout derrière. Et je pense qu'ils n'ont pas le recul de justement le process d'entreprendre. Prioriser. Ouais. Voilà, de prioriser. C'est tout de suite, mais on va créer le produit parfait. Je pense que c'est encore, et je pense même que ce sera toujours. En même temps, tu vois, on sort d'une génération d'avant l'ère de l'IA et même encore d'avant, hein, où quand tu voulais entreprendre, c'était faire une usine, ouvrir une boulangerie. Donc c'est des trucs qui nécessitent des gros dossiers, de faire un gros prêt à la banque, d'avoir des trucs parfaits. Et tout ce qu'on a vu à la télé, les films qui nous ont bercés, dans lesquels on voyait des exemples d'entrepreneurs, même des reportages télé, c'était que là-dessus. Donc dans la tête de tout le monde, de tous les enfants, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de dur où tu dois sortir quelque chose et t'as pas le droit à l'échec. Alors, tu vois, et ça, je pense, c'est le truc central. Ouais. Aux États-Unis, le droit à l'échec, c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment culturel, ce qui fait que ils ont eu aucun problème à créer tout ce qui est la Silicon Valley. Chez nous, le droit à l'échec, bah ouais. Non, tu merdes. Bah derrière, ouais, t'aurais dû faire mieux. Puis t'es endetté après. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, et pourtant, moi, je suis un fervent supporter de l'échec, mais vraiment, je pense qu'on apprend jamais autant mieux qu'en échouant finalement. Et il faut échouer. Il faut échouer, mais il faut surtout savoir comprendre. Et dans l'échec, souvent, on comprend mieux que lorsqu'on réussit. Il y a plusieurs facteurs. On peut réussir, on dit ah c'est ça, j'ai bien. Alors que quand on perd, j'ai aussi le milieu du sport, on comprend des fois plus pourquoi on a perdu. Et l'échec, pour moi, c'est dans le process normal. Si on me demande aujourd'hui, peut-être que mon produit aurait été plus vite sur le marché, mais j'ai développé plein d'autres compétences. Je sais aujourd'hui, je me dis, mais c'est primordial ces fonctionnalités. Alors, voilà. Puis on a créé, il y a cette nouvelle société. Rien n'a été perdu. J'ai quand même appris. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais je me retrouve avec une reconversion à 40 ans, une nouvelle société, des nouveaux projets, des nouvelles compétences. Et rien que ça, quand on me dit, bah oui, ton produit, on a fait quelques ventes, effectivement, mais voilà, j'ai pas gagné des millions avec. Est-ce que c'était un échec? Pas du tout. C'était une super expérience qui me permet de rebondir, continuer d'avancer, de créer. D'ailleurs, on va en reparler peut-être plus tard, hein, d'un nouveau produit qui va se lancer dans le tennis, mais dans le sport également. Et c'est grâce à tout ce process. Et donc, moi, je pousse même mes enfants à tester et puis à tester au maximum. Hein. C'est en grande partie aussi pourquoi on s'est associés. C'est que le but, c'est pas de s'associer avec des gens. Et c'est aussi pour ça que tu nous as rejoints. Ouais. Enfin, qu'on t'a proposé. C'est parce que nous, notre but, c'était pas d'embaucher ou de s'associer avec des gens qui n'avaient pas connu ça, qui avaient juste une expertise administrative et financière. D'ailleurs, t'as pas du tout cette formation-là de base. Zéro. Alors, voilà, petite historique. Donc, de base, moi, j'avais un peu la même histoire que toi. Quoique, j'ai voulu faire une app. J'ai demandé des devis à des agences. 80 000, le minimum que j'avais reçu. Évidemment, quand tu es salarié, ça te semble pas possible. Moi, j'ai pas pris la décision de faire un prêt. Je me lançais pas là-dedans. Je me suis plutôt dit, j'ai la tête bien faite, je vais apprendre à développer. Et c'est en le faisant où alors ok, j'ai fait plein d'erreurs, mais je me suis dit, pourquoi les agences de dev que j'ai vues se sont contentées de me chiffrer le truc plutôt que pourquoi il y a personne qui a été capable de m'accompagner là-dedans. Donc c'est comme ça, à la base, que j'ai créé Mirai Tech en mode freelance, où je faisais tout moi-même et ça avait un rythme qui était totalement différent, jusqu'à ce que on se rencontre sur le terrain de foot, que tu me dises, putain, j'aurais aimé te rencontrer avant, viens à l'incubateur, je vais te présenter à l'incubateur. Ils ont plein de projets qui ont besoin de cette expertise-là. Tout à fait. Et donc, je suis venu, on a discuté. Effectivement, le courant est très bien passé avec Gourmandise Innovation, où il y avait une complémentarité qui était folle parce que toute cette alors, les financements et tout, à l'époque, je m'y connaissais pas du tout. Mais tu vois, ils avaient des problématiques. C'était bien gentil de dire qu'il faut faire d'abord MVP pour une application mobile. Mais par contre, pour décider qu'est-ce qui va être MVP ou qu'est-ce qui ne va pas l'être, il faut savoir combien ça coûte à développer. C'est faisable. La faisabilité, surtout que on commençait à rentrer dans l'ère où les gens voulaient faire que des projets par IA. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Avec l'IA, il y a de plus en plus de projets tech, parce qu'un incubateur, c'est pas forcément que pour des projets tech de base. Mais là, c'est clair qu'il y en avait de plus en plus avec l'IA. C'était le moment parfait pour
pour vous, la rencontre, c'était Ouais, tout à fait. c'était nickel, quoi. Ouais. Tout à fait. Et quand on a vu la complémentarité qu'il y avait avec l'incubateur, nous avec notre expertise des projets tech et l'incubateur avec ses compétences d'accompagnement classique d'entreprise, ça a commencé à se structurer. À l'époque, je cherchais au moins à m'associer avec un développeur parce que c'était pas ma zone, ma compétence principale. Là où tu étais associé avec Loïc Veto, qui est notre associé aujourd'hui, directeur technique, mais où moi j'ai commencé à bosser avec lui et il faisait le dev. Il était meilleur développeur mobile de France sur Malte, je crois à l'époque. Sur Malte, ouais. ouais. Voilà, donc il développait comme un fou et moi le côté structuration de projet et commercial je le maîtrisais à fond. On a trop vendu trop vite, ça c'est un autre type d'erreur entrepreneuriale, mais c'est cool. Mais derrière on s'est dit ok, maintenant il faut se structurer. T'es venu nous voir en disant les gars, je crois beaucoup à ce que vous à ce que vous proposez, comment je peux en être. Et on t'a dit, écoute, la compta, l'administratif, ça nous casse les couilles. Est-ce que tu serais capable de faire? On t'a dit, oui, moi j'adore l'administratif et la compta. Ah, ça se limite pas à ça, mais À l'époque, c'était le deal, mais effectivement, maintenant, tu as un rôle qui est. Je crois que le deal, c'était même que vous puissiez vous concentrer uniquement sur vos pôles et que moi, je fasse le reste. Et le reste, effectivement, c'est créer la société, c'est voilà, mettre en place. On a recruté aussi derrière. Enfin, c'est de s'occuper de tout ce qui est en dehors de votre pôle pour que vous puissiez vous concentrer au maximum là-dessus. Et puis c'est ça, je trouve, la force de Mirai Tech aujourd'hui, c'est que chacun vraiment, donc on est 4 associés, avec le 4e qui est Dylan, et chacun est vraiment dans son pôle et s'éclate dans son pôle. Je pense que moi, et d'ailleurs, je te le dis, Dylan, j'irai jamais dans ton pôle et je pense qu'on est bien conscient. Ouais, ça, c'est aujourd'hui. Et c'est aussi à l'époque pour ça que je voulais m'associer, parce que je voyais Loïc, toutes ses compétences. Toi, je t'ai vu arriver avec cette stratégie-là que tu voulais mettre en place. Et puis, dans ton milieu, ce que tu dégages aussi, ça m'a porté confiance. Hein, finalement, quand tu as des clients en face de toi, l'histoire que tu racontes, comment tu vends aussi, et puis le suivi derrière, le vouloir quand même proposer de la qualité tout au long du process, c'est ce qui a fait que j'ai voulu m'engager, et je regrette pas du tout. Je regarde pas non plus, parce que maintenant on est premier sur Codeur.com, sur presque 400 000 prestataires. Bon, je vais arrêter ce coup de pub, j'ai l'impression que je le fais dans chaque vidéo. Mais écoute, t'as raison, en même temps. Mais ça fait plaisir. Privé. Ça fait plaisir. Mais alors du coup, à l'époque, vu que tu prends des responsabilités à Mirai Tech, Ouais. alors attends, j'ai l'impression qu'on passe une étape. On reviendra là-dessus juste après, Ouais. parce que à quel moment t'es allé vraiment challenger, parce que je sais que t'es allé au contact des clubs à un moment dans ton projet. Ouais, je suis allé au contact des clubs, au contact des ligues, au contact de la fédération. J'ai rencontré le responsable du développement des clubs en France. Donc, tout en haut de la Fédé. J'ai eu un déplacement à Paris. Il y avait vraiment du monde. Avant tout ça, j'ai vu le collectif des enseignants, le collectif technique, les conseillers techniques de chaque territoire, de chaque région. Donc, j'ai vraiment vu du monde. Tu es tous vus d'un coup ou t'as fait toutes les Non, régions? petit à petit, et c'était super. Je proposais le produit, j'ai créé des webinaires, que ce soit aussi avec les enseignants. Donc, tout ce côté-là, j'ai commencé un peu plus à maîtriser aussi mon produit, comment le vendre. C'était quoi les retours que tu avais, les premiers retours que tu as eu par rapport au produit? Alors, sur le terrain, c'était super, mais la difficulté, c'est de faire passer le message, de montrer autour d'un bureau ce qui va être, et que les gens ensuite créent des animations, testent le produit. Ça, c'est long, et il faut le suivre. Et à ce moment-là, moi, j'arrive dans une période où j'ai 2 enfants. Économiquement, ça devient compliqué. Économiquement, puis je me dis, il faut encore du temps pour que ce soit bien commercialisé. Et donc là, c'est pile poil à ce moment-là où on se rencontre et qu'on met en place Mirai Tech. Et alors du coup, là, tu échangeais avec tu disais sur le terrain, c'était tonitruant comme... Non, il y avait des très bons retours. Ouais. Et, quand nous, on testait, et que les gens qu'on avait pris le temps de former pour tester le concept sur le terrain, ça se passait très bien. Hein. Ok, donc chaque utilisateur... Alors, tu parles de joueurs ou tu parles d'organisateurs? D'organisateurs. Les organisateurs étaient super chauds, ils adoraient. Alors, mais par contre, il fallait la validation du club ou un truc comme ça? Excuse-moi, tu peux répéter? Parce que je me suis dit, c'est important. Je voulais parler de B2B et B2C. Je disais, les organisateurs, ils adoraient. Ouais. Mais derrière, il fallait la validation du club, ou c'est juste que malgré le fait qu'ils adoraient, ils faisaient pas l'effort de remettre en place de leur côté après? Non, certains l'ont mis en place, ont continué. La difficulté, c'est qui va financer l'application déjà. Et nous, c'est un produit innovant. Demain, vous vendez un pain au chocolat. Bon, vous connaissez le prix du pain au chocolat, mais quand vous vendez une innovation, une révolution dans le monde du tennis, c'est quoi le coût? C'est super dur à définir au départ. Surtout que le prof de tennis lui dit, mais attends, moi je vais payer
quelque chose. Et tu crois que les profs de tennis se disaient c'est du racket? Oui. C'est la première vanne du podcast. Bien joué. Ça vous montre un petit peu le niveau. 40 minutes, c'est seulement maintenant que je la sors. Ouais, tu l'as travaillé longtemps. Tu l'as cherché, non, elle vient de venir. Il attendait juste le moment pour la sortir, mais c'était pas mal. Alors, en même temps, j'aurais été déçu que tu n'en fasses pas une du podcast. Et donc, oui, tu parlais, donc là, est-ce qu'on était avec les organisateurs, mais les cartes, ensuite, on a pivoté, on voulait aussi vendre aux joueurs, même après. Bref, ça, c'est encore une erreur. Il n'y avait pas de cible. Mais pour revenir sur les organisateurs, oui, les profs devaient acheter ou devaient en parler dans un comité qui devait se réunir. Ils se réunissent en fonction des clubs une fois tous les mois ou tous les 3 mois. Il faut statuer, il faut représenter. Mais qui va présenter le produit? C'est l'entraîneur, mais qui a envie de présenter ça pendant longtemps? Et en fait, c'est très long. C'est très, très long tout ce process. Et on en revient pareil avec la fédération, avec qui ça a très, très bien avancé. J'ai quand même eu l'occasion d'aller dans les sièges à Paris, présenter ça devant les plus hauts de la fédération. Mais derrière, la société Miratech m'a pris beaucoup de temps, j'ai moins suivi. Et on en reparlera peut-être plus tard, mais aujourd'hui, après, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, je vais avoir l'occasion prochainement de représenter une nouvelle application pour le tennis et mieux pensé que la première. On était en phase de croissance, tout le monde avait besoin d'être à 100% sur le truc. Maintenant que la boîte elle s'est stabilisée, qu'on a les équipes qui grossissent et qui gèrent très bien, effectivement, le but, c'est de pouvoir développer nos propres trucs. Exactement. Et autant réutiliser ce pourquoi tu as déjà mis beaucoup d'investissements, mais surtout ce en quoi tu crois. Tu vois, ça serait con d'abandonner un rêve au profit de. Tout à fait, j'y crois tellement, et en plus, c'est un sport qui m'a donné beaucoup, donc j'ai en plus envie de rendre ça. Je comprends mieux aussi maintenant la tech, le projet, l'entrepreneuriat, donc je pense que ce sera plus facile de donner accès aux organisateurs et j'espère aux ligues et pourquoi pas à la fédération. Tout à fait, mais ça j'ai hâte qu'on avance encore un petit peu plus sur le sujet pour qu'on fasse un update dans 6 mois en disant maintenant c'est en place là, ça va être vachement cool. Mais du coup qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu fais ce contact-là, tu nous rencontres. Aujourd'hui, Max, aide-moi. Non, mais je peux rebondir aussi, c'est parce que c'était 1 an et demi, là, c'est allé assez vite sur le process, mais on n'a pas arrêté de vouloir avoir le produit vraiment parfait. On a créé 400 cartes au lieu d'en créer déjà 20. Ce qu'on a fait en physique, mais au lieu de tester plus rapidement 20 cartes en digital, on s'est dit on va faire les 400 en digital. On a tout revu, le moindre recoin d'une application avant de tester, et on a eu des retours, par exemple, que les enseignants disaient mais moi ça m'embête de sortir des fois le téléphone si les parents me regardent. Alors, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'avait pas percutées au départ. Et tout ça, c'est des choses qu'on aurait pu voir beaucoup plus tôt si on avait testé le marché. Donc je me dis, la première des choses maintenant, c'est d'aller tester au plus vite le marché. Et avant, on faisait des sondages. Mais les sondages, tout le monde dit « Ah oui, c'est super, c'est un produit qui m'intéresse, très bien. » Mais une fois qu'ils ont vraiment le produit dans les mains, des fois, ils n'achètent même pas. Ah, quel bouquin? Mom Test. Tout à fait. Tu l'as lu, le Mom Test, ou pas? Pas du tout. Il est génial. On vous le conseille vraiment à la lecture. C'est exactement là-dessus. Tu viens dire à ta maman, j'ai une idée, je veux faire une application qui permet de gérer les recettes de cuisine sur un iPad. Maman, elle va être ah oui, c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'en fait, ce que tu dis clairement, je crois que ça doit être mot pour mot ça dans le bouquin, c'est en fait tu mets ton ego sur la table en disant maman, je mets mon ego sur la table, ne me blesse pas. Donc maman, elle te dit oui, c'est une bonne idée. Par contre, derrière, quand tu sors le truc, si peut-être que maman elle va payer un abonnement, mais tu vois, tes proches qui te disent c'est une bonne idée, des utilisateurs potentiels qui devant toi disent ah bah oui, évidemment, oui, c'est sympa, je vois pas de problème. Et puis le jour où il faut mettre la carte de crédit, tout à fait. Donc il y a plein de techniques pour prouver, pour se prouver à l'avance avant d'investir des milliers d'euros que ça va trouver son product market fit et que tu vas être rentabilisé. Ça t'apprend à poser les bonnes questions dans le bon sens, sans forcément dire c'est mon idée, je vais développer ça, si je le fais, tu t'achètes. C'est ça aussi qui est intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, à tous nos clients, on leur conseille dans le MVP d'inclure des features payantes, parce qu'au moins, on est sûr que s'il y a quelqu'un qui va utiliser et qui paye, c'est quelqu'un qui va rester sur la durée. Un MVP qui est 100% gratuit,
c'est compliqué. Tu reviens, tu as réussi à remettre sur les rails de tout ce que de la trame que j'imaginais. Parce que oui, effectivement, là, ça touche sur la différence entre les incubateurs et Mirai Tech, parce qu'on n'est pas un incubateur. Non. Non, enfin voilà, tout à fait. On vient plutôt se placer en surcouche. C'est ça. Là où un incubateur classique, en fait, tout ce qu'on a cité depuis tout à l'heure, ce principe de valider ton marché avant de se dire ok, je vais investir, ça, ils maîtrisent tout à fait. Mais là, on arrive dans les compétences techniques qu'un incubateur n'a pas, parce qu'en fait, on leur demande pas d'être développeur. Et du coup, cette notion-là que tu as donnée, qui est vraie dans pas mal de cas, et après, chaque projet est unique. Il y a toujours des moments où, quand tu veux lancer un réseau social, par exemple, je vous déconseille de lancer un réseau social, c'est pas le plus simple. Et une application de rencontre. Les applications de rencontre à iPhone, sur les stores, c'est bon courage. Ouais. Bon courage, mais voilà, il y a des subtilités qui sont propres au projet application mobile de SaaS, parce que c'est des usages différents, c'est des méthodes d'acquisition différentes. Et donc, il y a plein de subtilités. Et là, par rapport au projet de Tristan, il y a déjà une strat que je vois et qui s'applique quand même à pas mal de clients qu'on a eu. C'est pourquoi vouloir se précipiter à faire une application mobile, sachant qu'il y a plein de scénarios dans lesquels tu peux déjà faire des choses sans avoir à t'endetter et développer alors maintenant avec l'IA il n'y a plus besoin de s'endetter pour faire un POC, mais c'est important de le dire ça aussi. Moi j'ai démarré à un moment où l'IA n'était pas là. Un logo, c'est un graphiste, enfin voilà, c'est aujourd'hui tout le monde va faire un petit logo avec l'IA pour démarrer, pourquoi pas. Mais oui, c'était bien plus cool. D'ailleurs, le design de toutes les cartes qu'on avait, on est passé par quelqu'un. Donc aujourd'hui, avec l'IA, ça permet d'aller beaucoup. Tu gagnes du temps et tu gagnes de l'argent. Ouais. Mais toi, ce qui est intéressant, tout à l'heure, tu as dit la différence entre Mirai Tech et les incubateurs. C'est qu'en fait, les incubateurs, c'est très théorique. Ça prend du temps, c'est des process à rallonge. Tu peux avoir que des aides si tu es plus d'1 an, etc. Donc en fait, nous, quand on dit on vient en surcouche des incubateurs, c'est parce qu'on leur apporte l'expertise technique qu'ils ne peuvent pas avoir, mais aussi de la pratique, dans le sens où nous, on leur dit, la théorie, c'est bien, mais il y a un moment, comme tu l'as dit, Tristan, il faut passer à l'action, il faut tester le marché. Et c'est la meilleure des solutions. Et c'est vrai que toi, pour le coup, tu n'as pas eu de chance, parce que tu as lancé ton application, c'était quand maintenant Ouais, ça date un peu, il y a 2 ans et demi, 3 ans même. Donc, t'avais même pas de barbe à l'époque. J'avais pas de barbe, c'est vrai. Et il n'y avait pas l'IA. Alors que si tu l'as lancé aujourd'hui, tu aurais clairement pu faire des trucs différents. La méthodologie est tellement différente. Ça a tout changé en 3 ans. En fait, tout le temps qu'on a pris et l'argent, on aurait pu le gagner dans tout ce qui était marketing, commercialisation, évangélisation du produit. Tout ça, c'était du temps qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place, finalement. Et d'ailleurs, je le dis à tout le monde, je trouve que... Enfin, je le dis à tout le monde, je vais conseiller personne surtout, mais avec du recul... pas négligé. C'est créer toute sa communauté de bêta-testeurs. Créer sa communauté, que ce soit avec les réseaux, que ce soit en appelant, par mail, mais parler du produit, créer cette communauté-là, c'est tellement efficace derrière. Que penses-tu des personnes qui veulent absolument nous faire signer une clause de confidentialité et qui disent non, moi je veux pas parler de mon produit avant qu'il sorte, j'ai peur qu'on me pique l'idée. Mais je pense j'étais dans ce cas-là tout au début. Tout le monde va l'être. C'est le produit de sa vie. On veut tout changer, on veut changer le monde à ce moment-là, donc c'est normal. Mais maintenant, on se rend compte qu'au fur et à mesure, c'est tellement l'idée ne vaut rien. Vraiment, l'idée ne vaut absolument rien. C'est tout le process qu'il y a derrière, quoi. Il y a tellement de gens. Enfin, je pense que tout le monde ici a des idées, quoi. Et surtout que nous, en tant qu'experts, pour le coup, on n'est pas là pour juger si l'idée elle est bonne ou pas. C'est vraiment si elle est faisable d'un point de vue technique et si elle est commercialisable. Et d'ailleurs, même toi, je pense dans ton cas, tu le dis très bien. Et je pense que c'est le problème de plein d'entrepreneurs, c'est qu'ils négligent énormément la partie marketing, commercialisation. Parce qu'on pense que le dev, forcément, c'est les deux problèmes. Ça coûte cher, ça prend du temps. On ne pense pas forcément à ce qu'il y a après le dev. Et ça aussi, c'est un problème, parce que tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu sais pas le vendre, ça sert à rien, quoi. Donc là, tu perds de l'argent. C'est le plus gros problème. Je pense que c'est le plus gros problème. Et puis d'ailleurs, le premier commercial, quand on crée un produit, c'est pas aller recruter quelqu'un, c'est déjà savoir le vendre soi-même. Et ça, c'est ultra important. Et d'ailleurs, c'est même génial à apprendre. Faire un webinaire. Moi, j'ai appris à faire ça, à monter ce webinaire, à parler en visio devant 100 personnes, à vendre le produit, derrière, à passer des coups de fil. Enfin bref, on développe plein de compétences, mais qui sont primordiales pour vendre son produit. Et pour le coup, toi, tu sais de quoi tu parles, parce que tu as quand même un passif dans le tennis, une expertise de ouf, donc tu es expert dans ton domaine. Je maîtrisais clairement tous les sujets à ce niveau-là. En plus, sur la tech, après, le produit, l'animation, et puis on parle pas forcément ici, c'est pas le but, mais même les règles du jeu, ça a été... Et on a revu toutes les règles.
Je complète une phrase que tu as dite juste avant. Tu disais, nous, on n'est pas là pour juger si une idée est bonne ou pas. Oui. Et c'est tout à fait vrai, parce que souvent, c'est des gens qui veulent lancer des idées dans des niches dont on n'est pas expert alors qu'eux le sont. Donc, c'est pas à nous de juger si, OK, est-ce que ça se vendra. Par contre, c'est aussi notre rôle de poser quelques questions. Tu vois, on a quand même un instinct sûr, maintenant ouais. de Ah se bah dire, oui. ça pue un peu du cul. Donc, Profil coachable ou non coachable, quoi. voilà, enfin, c'est encore différent ça. Mais on a quand même un instinct où, OK, pourquoi tu as eu l'idée? OK, comment tu as vu que le problème était venu? Est-ce qu'aujourd'hui, comment aujourd'hui les gens ils s'en sortent? Et aujourd'hui, c'est genre au moins 50% des calls qu'on fait, c'est aussi un peu notre mission humanitaire, j'ai envie de dire, avec des guillemets, parce que nous, le premier rendez-vous, il est gratos. Ouais, c'est du conseil gratuit. Ouais. Et ces rendez-vous-là, une fois sur deux, ça évite à quelqu'un de s'endetter et de faire un prêt pour payer un développeur freelance de son côté, parce qu'en fait on lui fait se rendre compte que peut-être que l'idée est pas si bonne que ça, mais c'est lui qui s'en rend compte lui-même parce qu'on lui pose des questions où en fait lui il va se dire ah oui effectivement, ou alors au moins lui donner une stratégie de dire avant d'investir dans du dev, fais déjà par exemple un mode physique avec des cartes en papier pour voir si déjà les gens ils accrochent, et ensuite investis peut-être au fur et à mesure, monétise peut-être déjà la version papier avant de te dire je fais nappe. Et pour la petite anecdote, quelqu'un a fait une version, on va dire papier, c'est pas exactement la même chose, mais a plutôt vendu des cartes de jeu. Et je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais ça a été, on s'est dit, un de nos concurrents, parce que nous, on était en digital et lui était en physique. Et c'est certainement allé beaucoup plus vite de son côté que d'une. Certainement, ouais, c'est clair. Ouais. Je vois que le temps tourne. Je vous propose un dernier exercice par rapport au projet de Tristan. Là, aujourd'hui, prenons le scénario. Peut-être pas avec les connaissances que tu as aujourd'hui, mais ton projet, quelqu'un qui a une idée qui est pareille, s'il va voir un incubateur par rapport à s'il va voir Mirai Tech. OK ? Aujourd'hui, s'il va voir un incubateur, le principe d'un incubateur, c'est déjà de lui expliquer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, de dire le but, c'est pas de se lancer dans du dev tout de suite, c'est de faire une analyse de marché, comment fonctionnent les concurrents, est-ce qu'il y a des concurrents, comment ils monétisent, est-ce qu'il y a de la demande, d'essayer d'aller un petit peu, lui encourager à aller sur le terrain, challenger un peu son idée, ça c'est top, pour à un moment dire ok, maintenant que on sait, alors après peut-être plusieurs pivots, parce que peut-être que son idée n'était pas bonne tout de suite, et voilà, il peut se passer déjà des mois là-dedans. Lui dire maintenant, contacte des agences de dev pour faire chiffrer, contacte des agences de com pour faire chiffrer, contacte des agences de design aussi peut-être pour faire chiffrer, ou alors lance de ton côté, alors peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans, lance Figma pour faire des maquettes. Aujourd'hui, je pense que les incubateurs, j'espère, dites-moi les incubateurs que vous faites ça, surtout l'encourager aujourd'hui à utiliser peut-être l'IA pour se faire un POC. Tu vois, nous aujourd'hui, les gens qui n'ont vraiment pas, on va dire, le budget pour se faire accompagner par Mirai Tech, parce qu'on va pas se mentir aussi, les gens qui se disent je vais mettre 1 500 € de budget, nous on peut pas se permettre de les accompagner. Mais c'est ce qu'on leur conseille, on leur dit écoute, aujourd'hui, tente, tu installes, je vais pas citer de nom de logiciel parce que nous du coup on dev, donc je sais pas trop ce qu'ils veulent, mais il y a des logiciels qui sont connus pour pouvoir développer par l'IA. Mais là, je pense pas trop me mouiller en disant utiliser Claude Code pour essayer de faire un premier POC et voir déjà si des gens s'en servent. Enfin bref, j'espère que les incubateurs font ça. Mais ça va être un peu toutes ces étapes-là, mais c'est les incubateurs, de ce que je ressens, encore une fois on vous adore, c'est que c'est des conseils pour dire tu devrais faire de telle manière, c'est un encouragement au passage à l'action. Okay, pour espérer avoir un product market fit, et après dire ok, maintenant que tu as un product market fit, les aides qui sont possibles sont celles-là, et c'est construis toi-même tes dossiers. Bon, ils guident un petit peu. Ils accompagnent quand même. Ils accompagnent, mais il y a peut-être beaucoup. Enfin, c'est un gros dossier à faire avec des chiffres sur plusieurs. Le business plan, tu vois, chiffré à plusieurs années d'intervalle, c'est peut-être compliqué pour un porteur de projet qui a jamais fait. Tout à fait. Bon, après, les incubateurs accompagnent, la plupart vont accompagner là-dedans, bien sûr. Ouais, super. Souvent, c'est à 3 ans. T'imagines, c'est quand même compliqué de dire dans 3 ans qu'est-ce qu'elle sera ma boîte, alors que tu sais même pas si tu peux réussir à vendre ton produit. Ouais, ça, c'est une logique qui est mise en place aujourd'hui. Ce qui compte avec du recul, c'est pas forcément que le business plan soit celui que vous allez mettre en place après, mais vraiment la logique qu'il y a derrière. Est-ce que tout est cohérent dans tout votre process, quoi, finalement? Est-ce que ça correspond sur 3 ans, vous les développez comme ça, mais comment vous allez vendre? Enfin, il faut que tout soit cohérent avec votre prix. C'est sûr que si vous partez sur des trucs délirants, ça se verra très vite. C'est comme ça aussi que vous pouvez aller chercher des aides plus facilement. C'est grâce aussi à la cohérence de votre projet. C'est ça rejoint ce que je disais au début, c'est que dans l'entrepreneuriat, tous les pôles sont importants en fait.
Donc, faut que tout soit cohérent avec ce que tu veux proposer. Sinon, et ça, c'est le travail d'un incubateur, c'est notre travail aussi. Ouais, mais la complexité, c'est que le gars qui se lance, qui a besoin d'être expert en tennis et un petit peu quand même en vente, il n'a pas le temps d'être expert technique, il n'a pas le temps d'être expert design, et il n'a pas le temps d'être expert en product design d'app. C'est vrai, je suis peut-être mal formulé tout à l'heure, j'ai dit incubateur versus Mirai Tech, c'est pas vraiment la bonne manière de le dire, c'est incubateur sans Mirai Tech versus incubateur avec Mirai Tech. En fait, je voulais rebondir là-dessus, sur ce que tu disais. Moi, là où je vois vraiment la différence, c'est que l'idée, c'est de challenger techniquement la personne. Parce que ce que l'incubateur va pas forcément pouvoir faire. Et nous, avec les connaissances techniques, tu peux maintenant challenger, dire on va partir sur 2-3 fonctionnalités. Celles-là, elles vont être rapidement à mettre en place. C'est celles qui vont pouvoir tout de suite tester ton marché. Et c'est là où nous, on intervient. Et il faut faire les deux en parallèle, en fait. Il ne faut surtout pas attendre un incubateur, attendre 6 mois pour aller voir la tech. Il faut tout de suite aller voir une agence comme nous. Peut-être qu'il y en existe d'autres aussi en France, mais peut-être de moins en moins si on prend de la place. Tant mieux pour nous. Et puis en parallèle, un incubateur aussi pour challenger d'une autre manière et pas que seulement sur la technique. C'est hyper cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure. On disait on n'est pas là pour juger si l'idée est bonne ou pas. Déjà, c'est vrai. Mais tout à l'heure, tu as dit, nous, par exemple, il y a des clients, on essaye de leur poser des questions pour qu'ils comprennent eux-mêmes que parfois, ils n'adoptent pas la bonne vision, etc. Mais combien, nous, aujourd'hui, il y a de clients qu'on accompagne actuellement qui, grâce à nos conseils, ont fait un pivot qui leur a quand même permis de se lancer dans l'entrepreneuriat, alors que de base, ils avaient une idée qui n'était pas correcte et qui, ça se trouve, n'aurait pas été rechallengée dans le bon sens s'ils n'étaient pas passés par nous. Et puis la faisabilité technique, c'est pas uniquement est-ce que cette fonctionnalité-là, elle est faisable ou est-ce qu'elle coûte cher. C'est aussi, il y a beaucoup de normes sur, je pense à la RGPD sur les données personnelles, les gens qui veulent faire des trucs, en fait, c'est bourré de données de santé. Je pense encore récemment, j'ai eu en call quelqu'un qui voulait faire un produit qui était basé sur de la pharma, sur du logiciel de pharma. Et moi, mon passé professionnel, je sais qu'il y a des gros acteurs du secteur qui se tuent et qui galèrent à fond pour mettre en place ça, alors que c'est les leaders nationaux. Et c'est une petite personne qui va essayer de se lancer de son côté, c'est aussi un peu plus compliqué. Toutes les applications qui veulent faire des guides pour la psychique, mon accompagnement psy, etc. C'est compliqué, parce que tu as raison, maintenant, il y a les stores aussi. Les stores Android et Apple changent leurs règles énormément, surtout maintenant qu'il y a du vibe coding avec l'IA. Et donc, il faut savoir tout ce qui est faisable ou pas. Donc, il y a cette surcouche-là. Et là encore, on parle que de ce qu'il y a, on va dire, en early stage, au tout début du process, parce qu'une fois que tu as validé ton product market fit, c'est le moment où, alors, je vous le souhaite, pouvoir tout faire en bootstrap sans avoir à obtenir des financements. Mais si tu veux obtenir des financements, l'incubateur va pouvoir t'aider sur pas mal de choses. Mais pour ce qui est de... Alors, chiffrer le dev, tu peux demander à n'importe quelle agence. Par contre, chiffrer le dev plus ensuite maintenance long terme, et à la rigueur, l'agence, elle va pouvoir te chiffrer une V1. Mais derrière... les upsells, en fait, quand tu as besoin de faire un dossier pour obtenir des financements, il faut que tu chiffres ta V1, mais aussi V2, V3, V4 sur 2, 3, 4 ans, que tu identifies déjà quelles vont être tes dépenses récurrentes en maintenance, comment elles vont évoluer, et surtout identifier ce qui s'appelle des verrous technologiques. Donc quand tu veux des aides à l'innovation, tu dois identifier des verrous qui font que ton projet ne sera pas facilement copiable. Et ça, quand tu es un incubateur qui n'a pas de compétences techniques, je suis désolé, c'est dur, mais c'est même pas possible. Enfin, tu vois, anticiper que à terme j'aurai une base de données vétérinaire de fou qui permettra de faire du big data et ensuite proposer ça en API pour l'État ou ce genre de conneries. Tu vois, c'est ça, l'incubateur, il peut pas l'avoir en tête. Et pourtant, c'est ultra important. Mais d'ailleurs, tu viens de dire un truc intéressant. Tu as dit il faut avoir une V1, V2, V3, V4, V5 sur 3 ans, imaginons. Le truc, c'est que je pense que la plupart des porteurs de projets, ils arrivent dans un incubateur avec une V1 qui est comme ça. Oui. Et nous, fait, notre travail, c'est que avec cette V1-là, en fait, on va la transformer en V5. On va prioriser la V1, on va la développer, donc product market fit, tout ça. Et ensuite, sur 3 ans, on peut redévelopper. Je vais même aller plus loin, c'est que l'intérêt de faire un découpage, en fait, c'est le MVP là, que tu viens de décrire. L'intérêt du MVP, c'est d'avoir cette V1, mais surtout, c'est de comprendre que derrière, c'est les vraies réactions du marché, c'est le fait de challenger vraiment le marché qui va te faire te dire attends, mais mes autres. Merci, une confrontation avec le marché, c'est le mot que je cherchais. C'est ça qui te fait dire attends, mes autres fonctionnalités, en fait, personne n'en voulait. On m'a tous fait un retour comme quoi c'était autre chose qu'ils voulaient. Et tu vois, et d'ailleurs, quand on fait des dossiers pour obtenir les financements, qu'on fait des dossiers avec une sorte de roadmap sur 4-5 ans, le but, c'est pas de dire tu es engagé à faire ça, c'est uniquement la vision que tu as. Mais derrière, le but, c'est effectivement d'avoir le meilleur produit possible pour la meilleure réalité possible, quoi. C'est ça.
Exactement. On arrive au bout. Est-ce qu'il y a un point important que vous vouliez rajouter, une petite Moi, je voulais info, juste poser une petite dernière question à Tristan qui pourra conclure correctement ce podcast-là. Si aujourd'hui tu devais parler au Tristan qui a commencé l'entrepreneuriat pour ton application, tu lui dirais quoi concrètement? Quel conseil tu lui donnerais pour que ça se passe de la meilleure des manières possibles avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Et pas va voir Mirai Tech, c'est trop simple. Oui. Eh ben, alors là, c'est difficile de répondre parce que je pense que les conseils, finalement, le meilleur moyen de se former, on parlait d'échec tout à l'heure, c'est d'aller dans l'échec. Et je pense que ça m'a énormément apporté concrètement pour la suite de mon entrepreneuriat. Mais là, on est en collectif. Mais je pense que toute cette phase-là a été tellement dure à vivre que ça m'a énormément formé pour la suite. Donc, j'ai envie de pas lui dire d'accélérer les choses, je sais pas, parce que je suis devenu, grâce à ce moment-là, j'ai développé d'autres compétences. Mais non, tout dépend si vous voulez aller développer vos compétences par vous-même ou aller vite sur le marché. Si vous avez pas de temps, peu d'argent à mettre et que il faut aller vite, et ben dans ce cas-là, oui, c'est déjà, n'allez pas voir directement un développeur si c'est un projet tech, hein, bien sûr. Directement un développeur, c'est une mauvaise idée. Allez voir l'architecte, clairement. Et aller en voir un ou deux. Ça, c'est toujours top. Hein. Sur Codeur, si vous pouvez prendre le numéro 1, pourquoi pas. Bon, c'est nous, mais donc, première chose. Deuxième, les incubateurs. Ça, c'est quand même aussi l'écosystème, rencontrer des gens, parler. Enfin, voilà, c'est très, très important. Donc, je dirais ces deux choses-là. Et le moins de fonctionnalités possible. Aller sur le marché, mais on l'a déjà dit 50 fois dans ce podcast-là. Faut continuer, c'est la première des choses. Et il faut jamais s'arrêter d'aller là-dedans. Ouais. Super. Je vais me permettre un mot de la fin en disant que chez Mirai Tech, on connaît très bien l'échec, mais on préfère que vous payiez par virement bancaire. 2 vannes dans le même podcast. Oui, c'est pas mal. Il en a fait une à 30 et une à 2 vannes en 1 heure, je pense que je suis en dessous de ma moyenne, mais la prochaine fois, je me forcerai un petit peu. Merci à vous deux d'avoir bougé. Après, quand est-ce qu'on se revoit? J'ai envie de dire, on se revoit dans 10 minutes au bureau de toute manière. Exactement. Un plaisir d'avoir échangé là-dessus. Je pense qu'on va vraiment reproduire l'expérience. C'était très cool, très fluide. J'ai pris autant de plaisir que quand on discute au taf. Sauf que là, comme on se réserve le temps pour ça, j'ai pas l'impression de j'ai pas l'impression de faire autre chose que de travailler. Donc c'est très cool. Non, c'était un super format. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Tu vois, j'ai été ravi de passer ce moment avec tous les deux. Je vais conclure de la même manière que j'ai commencé. Non, top. Et puis, avec plaisir. Et la prochaine fois, parler de Playmatch, donc une nouvelle application que Mirai Tech sort dans le sport. Voilà, la prochaine fois, je pense qu'on fera vraiment intervenir un client pour lequel son projet est sorti et qui nous raconte un petit peu toute sa mise sur le marché et toute l'expérience qu'il a eue avec Mirai Tech. Et qui génère déjà des revenus aussi, ça pourrait être intéressant. Tout à fait. Après, on est là pour les accompagner aussi là-dessus. Exactement. Donc, si vous avez une idée de projet, app, SaaS, logiciel, n'hésitez pas, demandez-nous. De toute façon, on vous l'a dit, le premier rendez-vous, le but, c'est de vous faire comprendre et de vous orienter un peu dans la bonne direction. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne et pour voir les prochains podcasts. Je pense que c'est toujours intéressant de voir des gens qui sont passés par les mêmes expériences que celles par lesquelles vous vous apprêtez à passer. Puis écoutez, les gars, je vous dis au revoir. Quelqu'un veut proposer une mimique de sortie? Une mimique de sortie? C'est ça. Ciao. Ok. Allez, à bientôt.